Bruno Fuchs, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes député MoDem du Haut-Rhin. C'est exact. Donc le Grand Est, la région qui l'année dernière a été la plus frappée. Aujourd'hui, on voit que la tension hospitalière est à son comble, notamment en Ile-de-France. Quelle décision faut-il prendre? Est-ce qu'il faut attendre encore? Est-ce qu'on peut attendre encore? Je pense qu'il faut d'abord, et ça personne ne les a aujourd'hui, analyser les chiffres les plus récents qui voient et qui vont montrer si les mesures prises il y a 10 et 15 jours produisent un effet. Et à partir de là, il faudra décider. Mais clairement, je pense qu'il faut prendre des décisions maintenant un peu plus sévères, notamment sur les écoles. Il faut, je pense, assez facilement, on peut étendre la période de vacances pascales. On peut commencer à partir du 2 pendant 3 semaines. Déjà, ça va calmer un petit peu les dégâts pédagogiques seraient limités et on aurait un effet épidémique. Voilà, donc on serait dans un confinement des écoles, mais on étendrait les vacances scolaires, peut-être même d'une semaine de plus, de 4 semaines, et on retarderait les grandes vacances, les vacances d'été, pour rattraper. Donc on le voit sans mesure très très drastique ou forte ou sévère, on peut arranger un petit peu les choses, car on voit que le variant anglais quand même se développe beaucoup dans les écoles, ce qui n'était pas le cas précédemment. Est-ce qu'on peut serrer la vis aussi sur le télétravail? Est-ce que les entreprises jouent le jeu? Non, on ne peut pas imposer un télétravail aux entreprises parce qu'on le voit quand vous avez besoin souvent d'être ensemble pour fournir des services aux clients. Il faut souvent être physiquement présent. Donc on peut inciter, on peut suggérer, on peut fortement inciter même, mais l'imposer, ça paraît difficile. On l'a vu l'an dernier dans le Grand Est, les hôpitaux sont formidables. On a eu près de 7000 lits de réanimation occupés, près de 10 000 places libérées sur le territoire français. Là, on est à 5000. Il y a une marge de manœuvre encore. L'outil hospitalier est élastique. Oui, il est élastique. Il est élastique également dans le privé non lucratif ou dans le privé tout court, où là on voit qu'il y a encore des marges de manœuvre. On l'a vu l'année dernière. On a commencé par mettre les patients dans les hôpitaux publics, mais jusqu'à saturation, alors qu'à 3 ou 4 kilomètres de là, dans des cliniques privées, même ou des hôpitaux, des cliniques privées, oui, il y avait 40-50% d'occupation des lits. Donc on voit bien qu'à l'époque, et maintenant ça a changé, on n'avait pas encore réussi à mobiliser l'ensemble des ressorts. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi essayer le confinement du week-end? On voit qu'à Dunkerque, à Nice, ça a eu une certaine efficacité. Oui, je pense qu'à partir du moment où le président de la République décide, parce qu'il y a 3 critères pour décider, il y a un critère de liberté publique, d'acceptation, d'acceptabilité, il y a un critère de sanitaire, et on voit là qu'on est au maximum du critère sanitaire, et il y a le critère de l'économie. Voilà, c'est les 3 variables sur lesquelles vous prenez vos décisions. À partir du moment où le critère sanitaire est au maximum, on voit bien qu'il va falloir agir sur le critère sanitaire sans pour autant trop pénaliser les 2 autres variables. Et on le voit dans Marseille récemment, que la population aujourd'hui souffre énormément et aurait du mal à accepter de nouvelles mesures complètement. Donc ce que vous suggérez, oui, le week-end, on voit que ça a un effet, c'est beaucoup plus lent, mais ça a un effet effectivement sur la maladie. L'an passé, vous vous étiez engagé derrière les milieux hospitaliers pour les défendre parce que leurs conditions de travail étaient difficiles. Comment les voyez-vous aujourd'hui? Ils sont au bord de craquer ou ils ont le moral? Non, ils sont au bord de... ils ont le moral parce qu'ils sont obligés d'avoir le moral. Quand vous faites ce métier-là, c'est un sacerdoce. Vous êtes obligé d'aller au bout de votre engagement. Mais physiquement, moralement, ils sont au bord de craquer parce que depuis 1 an, c'est extrêmement difficile. Il y a des situations. Vous savez, moi, dans l'Est, vous l'avez rappelé à Mulhouse, que la pandémie a vraiment démarré à très grande échelle. On a vu des situations absolument dramatiques de patients en réanimation, en coma pendant 5 semaines, puis réanimation pendant 6 semaines, enfin, des témoignages absolument bouleversants. Donc ces personnels, ils sont confrontés à des situations de stress physique, mais également émotionnel. C'est extrêmement difficile de soigner des patients dans ces conditions. Donc la question est qu'ils ne peuvent pas être autrement que dans une situation de crise. Quand la pandémie sera passée, oui, là, il faudra déployer ce qu'on est en train de faire avec le Grenelle de la santé, voilà, et le Ségur de la santé. On a décidé la semaine dernière de mettre 19 milliards d'euros sur la table pour transformer les conditions de travail dans les EHPAD, dans les hôpitaux, 15 000 embauches également d'ici 2022. Donc on voit que les conditions vont changer. Elles ne peuvent pas changer aujourd'hui compte tenu de la situation de crise.
Le Conseil scientifique a rendu ses recommandations pour l'élection régionale, les élections régionales des 13 et 20 juin. Alors, pas de recommandations. Enfin, c'est pas à nous de décider, disent les scientifiques. Ils enfoncent les portes ouvertes. C'est sûr que si on attend plusieurs mois, il y aura plus de vaccinés. Est-ce qu'il n'a pas montré là ses limites, ce Conseil scientifique? C'est un non-avis, mais de l'autre côté, c'est pas à lui à prendre la décision politique. Je trouve finalement, c'est un avis assez sensé quand on y regarde bien, parce qu'il dit aux politiques, prenez vos responsabilités. On sait ce qu'il en est des conditions sanitaires. On vous les rappelle dans notre avis, et maintenant, à vous de décider. Donc moi, je pense qu'au vu de ce qui est écrit là, de ce que l'on sait, on n'avance pas de choses nouvelles dans cet avis, il faut reporter les élections régionales et départementales pour deux raisons. Pour des raisons sanitaires d'abord. On voit bien que, l'avis le rappelle, les risques de contamination existent assez fortement au mois de juin, existeront encore au mois de juin, et pour des raisons démocratiques. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez une campagne qui est verrouillée comme ça, ou qui serait verrouillée comme ça, faire campagne sur le fond. Vous ne pouvez pas mobiliser les électeurs sur le débat public. C'est une campagne au rabais, et donc c'est un rabais de la démocratie. Donc moi, je suis pour le report au mois de septembre ou d'octobre de ces élections. Et pourtant, on a voté au Portugal, on a voté en Hollande récemment, des législatives, on a voté en Allemagne, des régionales, on a voté aux États-Unis une présidentielle en pleine pandémie. Pourquoi ne pourrait-on pas voter en France? Mais aux États-Unis, vous aviez le vote par correspondance. On aurait peut-être dû l'adopter en France. C'est ce que c'est ce que le mouvement démocrate a proposé, bien sûr. Si on avait un vote par correspondance, si on avait un vote électronique, si on avait d'autres modalités, on pourrait bien sûr accélérer. Mais la question n'est pas tellement celle du vote, même si c'est important. Elle est surtout celle de la capacité à faire campagne, c'est-à-dire à développer des thèmes de campagne et à mobiliser les citoyens. On a déjà une abstention qui est très forte. Si on veut continuer à ce que les citoyens ne s'intéressent pas à des élections, eh ben faisons-le à des moments où il est impossible de faire campagne fortement. Avec le virtuel, les réseaux sociaux, les médias, la distance, on peut peut-être faire campagne. Mais dans une élection départementale, rien ne remplace le porte-à-porte, le contact direct avec les citoyens. C'est là vraiment, vous avez le temps d'expliquer la raison pour laquelle vous faites campagne. Bon, il y a un avantage aussi à reporter, c'est que pour le MoDem, ça simplifie un peu la situation parce que vous êtes tiraillé. Est-ce que le MoDem doit être libre d'alliance avec LR quand il le veut, avec LREM ailleurs? Non, je pense que le MoDem n'est absolument pas tiraillé. La position du mouvement démocrate est très très claire. Elle est dans la majorité présidentielle. Elle est à côté de LREM et puis d'Agir pour défendre le programme et la ligne du président Macron. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Il y a quelques membres du MoDem qui sont sortants en Ile-de-France, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, qui sont sortants et qui, ils sont contents d'avoir travaillé avec des majorités de droite. Ils sont contents, ils ont un bon bilan pour certains, enfin pour la plupart, c'est un bilan qui est honorable, donc qu'on peut défendre, et on peut comprendre que quand on a contribué à un bilan pendant 6 ans, on a envie de continuer à être dans la même équipe. Ça peut se comprendre, mais la position du parti, lui, elle est extrêmement claire et il n'y a aucune ambiguïté. Vous craignez une flambée du vote Rassemblement national, encore une. On avait déjà une alerte en 2015. Est-ce que ça va progresser encore, dans le Grand Est notamment ? Elle était déjà très forte il y a 6 ans dans le Grand Est. Moi, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, les électeurs voient bien tout le travail qui a été fait depuis 4 ans, voient bien tout ce que le gouvernement a engagé comme transformation importante et comme résultat déjà. Et je pense donc qu'il y aura quand même, si la campagne peut se faire dans de bonnes conditions, je pense que le vote du Front National devrait être jugulé. Le financement de la mosquée de Strasbourg par la mairie, via un groupement militant proche de la Turquie, fait scandale. Est-ce que c'est exagéré et comment on en sort ? Je pense que ça permet de poser les bonnes questions, ce scandale. Je ne vais pas répéter que la maire de Strasbourg a été quand même extrêmement légère dans son Elle peut reculer encore, la délibération n'est pas définitive. Je pense qu'elle, mais surtout le conseil municipal, au-delà de la maire, c'est un conseil qui vote et que le conseil va bien sûr, je pense, reculer parce qu'on ne peut pas continuer et prospérer dans cette voie-là. Ceci étant dit, ça pose vraiment le problème de les déclarations publiques des organisations musulmanes aux valeurs de la République. Il faut que Miligurus, qui n'a pas signé la charte pour différentes raisons qui les regardent, notamment de relations avec les autres organisations musulmanes, peut-être pas tellement sur le fond, mais il faut que Miligurus
disent clairement à quoi ils sont attachés et qu'ils respectent clairement les valeurs de la République. Si Miligorus signait cette charte, ça aiderait à regarder ça de manière plus apaisée. Ça aiderait, bien évidemment. Oui, bien évidemment, ça aiderait. Mais il faut que Miligorus s'engage très clairement. Comme quand on regarde les prêches qu'ils font dans les différentes mosquées, comme ils le font assez régulièrement dans les prêches. Donc je ne pense pas que ça pose problème pour Miligorus de rappeler que les valeurs de la République sont les valeurs essentielles et prioritaires. Vous pensez que Miligorus pourrait signer cette charte et rompre en quelque sorte avec Erdogan? On les accuse d'être des suppôts d'Erdogan. Oui, mais je ne le crois pas réellement. Je pense qu'à l'origine de ce mouvement, oui, ils l'ont été. Et je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu dans les dernières élections, puisqu'ils ont défendu un candidat contre Erdogan, leur position n'est pas aussi clairement... Mais bon, je ne suis pas là pour parler de Miligorus et de le défendre. Mais pour dire que les organisations musulmanes doivent clairement aujourd'hui, et ce point de la mosquée permet de le clarifier ou permettra de le clarifier, doivent clairement s'engager dans les valeurs de la République. Et lorsqu'il y a des attentats, notamment contre des citoyens français, je pense que c'est aussi et surtout aux musulmans de clairement défendre les valeurs de la République contre des assaillants ou des terroristes. Alors on redécouvre à cette occasion le système concordataire qui est en vigueur en Alsace et en Moselle. La France insoumise dit c'est très simple, il faut en profiter pour supprimer le concordat, comme ça sera comme dans le reste de la France, pas d'argent public pour les religions. C'est très bien ce que dit la France insoumise, mais moi le concordat, nous le concordat, on le vit au quotidien et on en voit beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un élément identitaire, donc on ne peut pas supprimer le concordat, c'est quelque chose d'impossible. Vous allez voir la révolution en Alsace, donc c'est absolument impossible. Et ensuite, ça marche très bien, puisque vous avez un dialogue interreligieux permanent. Quand vous avez, par exemple, au 14 juillet, le maire d'une ville, de Mulhouse, qui prend la parole, à côté de lui, vous avez un rabbin qui prend la parole, vous avez un prêtre qui prend la parole, vous avez un pasteur qui prend la parole. Donc vous avez au quotidien une expression religieuse, j'allais dire, mais et républicaine dans la sphère publique. Et tout ça se passe vraiment dans un climat de concorde. Et donc je crois que c'est un modèle, justement, au contraire, le concordat, qu'on devrait étudier un peu plus pour l'étendre. Et j'ai invité le président de la République et Jean-Michel Blanquer à venir voir de plus près comment le dialogue interreligieux peut se faire dans un cadre justement ouvert et républicain. La loi climat est en débat maintenant à l'Assemblée nationale. Elle déçoit les citoyens qui faisaient partie de la fameuse convention. Est-ce que les députés trahissent l'opinion quand ils font la loi ? Elle peut décevoir un certain nombre de citoyens qui effectivement sont engagés. On ne peut pas leur reprocher à personne de s'engager derrière une cause, comme il y en a des très nombreuses dans le monde. Mais ensuite, quand vous décidez quelque chose, il faut le faire en connaissance de cause sur l'ensemble des paramètres. Moi, par exemple, j'aurais envie aussi de supprimer demain matin le moteur thermique, parce que ça pollue. Mais peut-on aujourd'hui très rapidement s'en passer? Non. Donc il faut voir les objectifs et ensuite voir la façon de transformer progressivement nos modes de vie. On ne peut pas le faire de façon radicale. On ne peut pas aller du jour en une minute comme une voiture à faire des angles droits. Il faut organiser les trajectoires et je pense que dans cette loi, il y a des mesures extrêmement fortes qui sont prises et qui vont avoir un impact très fort sur notre système de vie, notamment sur les rejets de CO2. Bruno Fuchs, merci. Bonne journée. Merci Christophe Barbier.